L'histoire s'ouvre sur une aube glaciale et silencieuse de 1846. La caméra balaie un vaste champ de maïs à Natchez, Mississippi. Un unique et imposant épouvantail se dresse au centre, mais quelque chose cloche. Il porte un manteau de laine fine et un chapeau de gentleman, des vêtements qui appartiennent au propriétaire de la plantation. L'homme qui était censé travailler dans ce champ, Isaiah Freeman, est introuvable. Le vent se lève, faisant bouillir le maïs, mais l'épouvantail lui-même reste parfaitement immobile. Son ombre sur le sol, cependant, se tord et s'étire comme si elle était vivante. Le manteau du maître suspendu à la croix de bois semble se moquer du soleil levant. Comment un homme a-t-il pu disparaître dans les airs? Et pourquoi l'ombre d'un objet inanimé bouge-t-elle toute seule? Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner pour me faire plaisir. Et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. La chaleur humide et oppressante d'un après-midi du Mississippi, quelques jours auparavant, était une entité physique, une couverture épaisse et mouillée qui étouffait l'air et collait à la peau dans les rangées interminables des champs de coton. Isaiah Freeman se déplaçait avec une économie de mouvement presque hypnotique. Sa eau montait et descendait, un coup précis et rythmé contre la terre tenace, coupant les mauvaises herbes, d'un geste net et tranchant. C'était un homme d'une vingtaine d'années, bâti non pas avec la masse brute d'un bagarreur, bu avec le muscle long et dense d'un travailleur infatigable. Sa force était apparente dans la puissance fluide de ses mouvements. Mais son trait le plus remarquable était ses yeux. Ils étaient intelligents, vigilants et ne manquaient rien. Du plus léger frémissement d'une feuille au changement subtil de posture d'un contremaître, c'étaient des yeux qui voyaient le monde tel qu'il était et rêvaient de ce qu'il pourrait être. Depuis la véranda ombragée de la grande maison, Maître Thompson observait le travail. Un homme dans la cinquantaine, il était méticuleusement, presque anormalement, habillé pour le climat étouffant avec un col empesé et un pantalon sombre. Son attitude était celle d'un contrôle froid et absolu. Sa plantation, une vaste entreprise de coton et de maïs, reposait sur une base d'ordre rigide et la peur omniprésente qu'il cultivait si soigneusement. Il était fier de son efficacité, du silence qui tombait sur les champs lorsque son regard les balayait. Ce regard était un poids physique, une pression sur le dos des esclaves aussi réelle que les rayons punishing du soleil. L'air lui-même semblait porter l'odeur de son autorité, se mêlant aux odeurs de terre humide, de sueur et au léger parfum sucré des magnolias qui fleurissaient près de la maison, leur beauté une ironie cruelle dans un paysage de servitude. Loin de ce regard scrutateur, dans une petite cabane usée par le temps, nichée parmi une douzaine d'autres, se trouvait le centre du monde d'Isaiah. Là, sa femme Sarah se déplaçait avec une résilience tranquille. Son amour pour lui était une force féroce et tacite qui les fortifiait tous les deux contre les dégradations quotidiennes. Leur fille, Ara, avait 5 ans, une étincelle d'innocence vive et curieuse dans un monde déterminé à l'écraser. Son rire le soir était une mélodie qui, pendant quelques heures précieuses, pouvait presque noyer le son rythmé et mélancolique des grillons et l'appel lointain et obsédant de l'engoulevent. Les mains de Sarah étaient calleuses de ses propres travaux, mais elles étaient douces lorsqu'elle touchait le visage d'Isaiah. Sa présence était un baume sur les blessures à vif de son esprit, dans les moments volés du crépuscule. Après le dernier repas et la fin de la journée de travail, Isaiah et Sarah s'asseyaient sur le perron en terre battue de leur cabane. L'air se rafraîchissait juste assez pour être supportable, et les lucioles commençaient leur danse silencieuse et clignotante dans les hautes herbes. C'est dans un de ces moments qu'Isaiah rompit le silence las. Sa voix était un murmure bas, à peine plus qu'un souffle d'air. « J'ai encore vu l'étoile du nord la nuit dernière ?» Sarah murmura-t-il, les yeux fixés sur le ciel qui s'assombrissait où les premières étoiles commençaient à apparaître. « Elle ne bouge pas. Reste juste là, montrant le chemin. » Une promesse. La main de Sarah, qui reposait sur son genou, agrippa la sienne avec une force soudaine et désespérée. Elle regarda son profil, la ligne forte de sa mâchoire se découpant sur la lumière déclinante, et son visage était une toile d'émotions contradictoires. L'espoir luttait contre une terreur profonde et primitive. « C'est une promesse dangereuse, Isaiah, chuchota-t-elle en retour, la voix tremblante. La promesse de l'étoile du Nord était la promesse de la liberté. Un mot si puissant et si périlleux qu'il était rarement prononcé à voix haute.
C'était un rêve qui en avait conduit beaucoup à la mort. Leur corps était rendu comme un sinistre avertissement aux autres. Leur conversation fut interrompue par la vue de Maître Thompson se promenant le long de la pelouse principale, profitant de la fraîcheur du soir qui était pour lui un agréable répit. Il avait récemment acquis un nouveau manteau, un vêtement de fine laine sombre importé d'Angleterre, et il en était immensément fier, le portant même lorsque le temps le justifiait à peine. C'était un symbole de sa richesse et de son statut. Une autre couche d'isolation entre lui et le monde que ses esclaves habitaient. Isaiah le regarda, son regard s'attardant sur le manteau, le tissu, la coupe, la façon dont il tombait sur les épaules de Thompson. Tout cela faisait partie de l'armure d'autorité de l'homme. Et à ce moment-là, en regardant le maître se pavaner dans son vêtement coûteux, un plan, vague et informe, commença à germer dans le sol fertile de l'esprit d'Isaiah. Le lendemain, Isaiah fut chargé d'une tâche près de la maison principale, réparer une section de balustrade éclatée sur la large véranda. C'était une position de confiance, un témoignage de son habileté et de sa docilité perçue. Maître Thompson était assis à proximité dans un fauteuil en osier, lisant un journal, son nouveau manteau drapé négligemment sur le dossier d'une chaise adjacente. Tandis qu'Isaiah travaillait, il se positionna soigneusement avec un mouvement qui parut entièrement accidentel. Il laissa le bord d'une planche rugueuse qu'il portait s'accrocher à la manche du manteau. Il y eut un bruit doux de déchirure, étonnamment fort dans le calme de l'après-midi. Isaiah se figea, le visage un masque d'horreur. Il laissa tomber la planche et se précipita vers la chaise. Soulevant le manteau pour révéler une petite mais indéniablement visible déchirure en forme de L dans la fine laine, il s'excusa abondamment, la tête baissée, la voix remplie d'une démonstration convaincante de honte et de peur. « Maître Thompson, je suis tellement désolé. Si maladroit de ma part. Je travaillerai pendant un mois de dimanche pour payer la réparation. » Thompson se leva, le visage tordu de fureur. Le manteau était neuf, un sujet de fierté. Il l'arracha des mains d'Isaiah, ses jointures blanches. Un instant, il sembla qu'il allait le frapper, mais la performance de soumission d'Isaiah était parfaite. Thompson ne vit pas de défi, mais un esclave pathétique effrayé qui avait fait une stupide erreur. L'excuse, à sa manière, nourrissait son sentiment de supériorité. « Hors de ma vue, gronda-t-il, la voix basse et venimeuse. Et envoyez-moi une des couturières maintenant. » Il congédia Isaiah d'un geste de la main, sa colère se transformant déjà en irritation face à l'inconvénient. Il jeta le manteau endommagé sur la chaise, un problème à régler, et retourna à son journal. L'incident s'effaçait déjà de son esprit. Isaiah, le cœur battant, se retira, la première pièce de son puzzle désespéré venant de se mettre en place. Cette nuit-là, le poids de sa décision pesait sur Isaiah avec une force presque physique. Il était allongé sur leur mince paillasse, les sons familiers de la cabane, la douce respiration de Sarah, le bruissement de la paille, ne faisant que peu pour apaiser la tempête dans son âme. Il se leva silencieusement et alla se tenir au-dessus de sa fille. Ahara dormait du sommeil profond et sans trouble de l'innocence, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier, dans la faible lueur de lune qui filtrait par la seule petite fenêtre de la cabane. Il pouvait voir la courbe délicate de sa joue, l'éventail de ses cils contre sa peau. Il traça la forme de son visage dans l'air, ses doigts tremblants, n'osant pas la toucher de peur de la réveiller, de devoir la regarder dans les yeux et lui mentir. Son monologue intérieur était un torrent de douleur et de résolution. C'était le coup. La quitter Sarah, était une lame qui se tordait dans son cœur. Mais rester était sa propre forme de mort. Il voyait l'avenir se dérouler devant lui. Une chaîne de servitude passait de lui à Ahara et d'elle à ses propres enfants. Il voyait son esprit, si brillant et plein de lumière, s'assombrir lentement sous le même soleil implacable qui le frappait. Il ne fuyait pas seulement pour lui-même. Il fuyait pour briser une chaîne. Il fuyait pour qu'un jour sa fille, ou la fille de sa fille, puisse regarder l'étoile du Nord non pas comme une promesse dangereuse, mais comme un simple point de lumière dans un ciel libre. La certitude de leur servitude était une agonie, lente et écrasante. L'incertitude de l'évasion était un espoir terrifiant et tranchant. Il choisit l'espoir.
La nuit de l'évasion était sans lune et lourde. L'air était épais de l'odeur de la pluie à venir. Le monde était enveloppé d'une noirceur d'encre qui avalait le son et la lumière. Isaïe se glissa hors de la cabane, un fantôme dans l'obscurité. Il avait observé, et il savait que le manteau réparé avait été rendu à Thompson cet après-midi-là, et que le maître, satisfait de la réparation presque invisible, l'avait porté pour le dîner avant de le laisser, une fois de plus, sur la chaise de la véranda en se retirant pour la nuit. Isaïe se déplaçait avec le silence d'un prédateur, ses pieds nus ne faisant aucune impression sur la terre humide. Il atteignit la véranda. Son cœur un tambour frénétique contre ses côtes. Il prit le manteau. La laine était douce et lourde dans ses mains. Sentant faiblement l'eau de colonne du maître et la fumée de bois du foyer de la grande maison. Il ne courut pas vers les bois. Il ne chercha pas le couvert du marais. Au lieu de cela, il marcha avec un but calme et délibéré, directement vers le vaste champ de maïs qui bordait la propriété. Les tiges, presque prêtes pour la récolte, s'élevaient bien au-dessus de sa tête, leurs feuilles bruissant comme un millier de voix chuchotantes. Au centre du champ, une croix brute de bois et de paille montait la garde. Un épouvantail destiné à effrayer les corbeaux. C'était une silhouette pathétique et affaissée, vêtue de haillons en lambeaux qui avaient depuis longtemps perdu leur couleur. Isaïe s'arrêta devant. Ce n'était pas seulement une évasion. C'était un sermon. C'était un message dans un rituel lent et délibéré. Il commença à déshabiller l'épouvantail, arrachant les haillons humides et pourris et les jetant de côté. Puis, avec la même précision soignée, il habilla la structure en bois du fin manteau de laine de maître Thompson. Il redressa les revers et lissa les épaules, le faisant tomber juste comme il faut. Il prit le chapeau du maître, qu'il avait également pris sur la véranda, et le plaça fermement sur la tête en sac de jute. La transformation était grotesque et puissante. L'épouvantail, autrefois une figure de ridicule, portait maintenant les symboles du pouvoir du maître. Il se tenait là, une effigie silencieuse et moqueuse au cœur de la plantation. C'était un acte de défi suprême, un rejet symbolique final de sa servitude. Isaïe regarda sa création une dernière fois, une satisfaction sinistre s'installant dans sa poitrine. Puis il se tourna, sans un regard en arrière, se fondit dans l'obscurité profonde au bord du champ, disparaissant aussi complètement qu'un souffle dans la nuit. L'aube ne se leva pas avec une douce rougeur, mais avec une entaille cramoisie, vive et colérique, à travers l'horizon oriental. La première lumière se déversa sur les champs, attrapant la rosée sur les feuilles de maïs et les faisant scintiller comme un million de minuscules éclats de verre. C'est cette lumière qui trouva Faish, le contremaître de la plantation, lors de sa ronde matinale. Faish était un homme taillé dans le granit et le cartilage. Son pragmatisme était aussi brutal que le fouet en cuir qu'il portait enroulé à sa hanche. Son monde était fait de lignes droites, de résultats prévisibles et de la simple application de la force. Ce qu'il vit au centre du champ de maïs n'appartenait à aucune de ces catégories. Il s'arrêta, ses bottes s'enfonçant légèrement dans la terre humide, et plissa les yeux. L'épouvantail, une silhouette familière et pathétiquement affaissée, se tenait plus droit. Il portait un manteau, pas n'importe quel manteau. Même de loin, il reconnut la coupe fine et la laine sombre du vêtement prisé de maître Thompson. Sa première réaction fut une vague de rage pure et brûlante. Il y vit une farce, un geste de défi enfantin et insolent qui exigeait une réponse rapide et brutale. Quelqu'un allait payer pour ça. Il commença à marcher vers l'épouvantail, ses lourdes bottes écrasant le sol humide, son esprit composant déjà le discours de terreur qu'il livrerait aux esclaves assemblés. Il trouverait le coupable, et il en ferait un exemple dont on se souviendrait pendant une génération. Alors qu'il se rapprochait, toute l'absurdité de la scène le frappa. Le chapeau du maître était perché sur la tête en toile de jute, et le manteau était boutonné proprement sur la poitrine rembourrée de paille. C'était une moquerie théâtrale silencieuse. Il atteignit l'épouvantail, la main tendue pour arracher le vêtement offensant de la structure en bois. Juste au moment où ses doigts allaient toucher la laine, une soudaine et violente rafale de vent déchira le champ de maïs. Ce n'était pas un vent naturel. Il était concentré, froid et incroyablement fort, le frappant comme un coup physique.
Il le força à reculer d'un pas chancelant, son chapeau s'envolant de sa tête, l'air autour de lui devenant instantanément, étrangement froid. Le genre de froid profond qui semble émaner du sol lui-même. Le manteau de l'épouvantail claquait sauvagement, ses pans claquant dans la tempête anormale. Mais la croix de bois et le corps de paille ne bougèrent pas. Pas d'un pouce. Le vent mourut aussi brusquement qu'il avait commencé, laissant un silence profond et retentissant dans son sillage. Finch se tenait là, son cœur martelant contre ses côtes, un sentiment de malaise profond et primaire s'insinuant au bord de sa colère. C'était un homme qui ne croyait pas aux choses qu'il ne pouvait ni voir ni toucher. Mais le froid qui s'accrochait à sa peau semblait très réel. Il secoua la tête, le rejetant comme une rafale anormale, une poche d'air étrange, sa colère, une émotion plus familière et réconfortante, refaisant surface. C'est alors que Maître Thompson arriva, attiré par la vue de Finch debout, immobile dans le champ. La fureur de Thompson était une bête entièrement différente de la rage brûlante du contremaître. C'était une fureur froide, précise et profondément personnelle. Son visage, normalement un masque d'indifférence contrôlée, était pâle et tendu. Ses lèvres une ligne mince et exsangue. L'utilisation de son propre manteau, sa propriété personnelle, transformait cela d'un acte d'insubordination de plantation en une insulte directe et intime. C'était un défi, et il était dirigé directement contre lui. Finch, la voix de Thompson était basse, mais elle tranchait l'air du matin comme un rasoir. Trouvez Isaiah Freeman. Maintenant, je veux une fouille à grande échelle. Chaque champ, chaque cabane, chaque pouce de cette propriété. Et j'offre une récompense substantielle. $200 pour son retour vivant. Le dernier mot fut prononcé avec une emphase glaçante. Il voulait qu'Isaiah soit ramené, non pas pour la justice, mais pour une démonstration de ce qui arrivait à un homme qui osait se moquer de lui. L'interrogatoire eut lieu dans la cabane de Sarah. Le petit espace d'une pièce, habituellement rempli de l'odeur familière de la fumée de bois et de sa famille, semblait maintenant chargé et suffocant. Submergée par la présence froide et menaçante de Maître Thompson, elle était assise sur un tabouret bas, tenant Ahara fermement sur ses genoux. L'enfant, sentant la tension palpable, était silencieuse, ses grands yeux fixés sur le visage sévère du maître. Où est-il? La voix de Thompson était un grondement bas et dangereux, le son d'un prédateur tournant autour de sa proie. Sarah leva les yeux, ses propres yeux grands ouverts, son visage un masque soigneusement construit de terreur et de confusion. Elle avait répété ce moment dans son esprit un millier de fois, pendant la longue nuit sans sommeil. « Je ne sais pas, maître, dit-elle, sa voix tremblant juste assez pour être convaincante. Il était là quand je me suis endormi. Quand le soleil s'est levé, sa place à côté de moi était froide. J'ai pensé qu'il s'était levé tôt pour les champs. » Les yeux de Thompson, froids et gris comme des pierres de rivière, scrutèrent son visage, cherchant la lueur d'un mensonge, le moindre tremblement de tromperie qui la trahirait. Il ne vit rien d'autre que la performance d'une femme désemparée et abandonnée. Il ne pouvait pas voir la tempête qui faisait rage sous la surface de son calme. Le tumulte de la peur pour la sécurité d'Isaiah luttant contre une fierté terrifiante et exaltante pour son courage. Il ne pouvait pas voir l'image de l'épouvantail dans son esprit. Un monument au défi qui faisait enfler son cœur même s'il tremblait. Elle soutint son regard, sa propre performance impeccable, son amour pour Isaiah un bouclier contre son examen. Sous sa terreur feinte se cachait une force profonde et inébranlable, un fondement de résolution que Thompson, dans toute son arrogance, ne pourrait jamais comprendre. Alors qu'il se tournait enfin et quittait la cabane, sa frustration une aura palpable autour de lui, Sarah sentit le regard collectif des autres esclaves. Ils se tenaient à l'entrée de leur propre cabane, leurs expressions une tapisserie complexe de pitié pour sa perte supposée, de peur de la colère du maître, et de quelque chose de nouveau, quelque chose de fragile et d'étonnant, un sentiment naissant d'admiration. Ils avaient tous vu l'épouvantail. Ils avaient tous entendu la fureur du maître. Et ils savaient tous qu'Isaiah Freeman, un homme comme eux, avait fait l'impossible. Les équipes de recherche rentrèrent tard dans l'après-midi, leurs visages sombres d'échec et striés de sueur. Les hommes étaient frustrés, leurs humeurs à vif. Les chiens de piste,
habituellement si avide et implacable, avait été une source de problèmes constants. Ils avaient conduit les chercheurs jusqu'au bord du champ de maïs. Et là, ils s'étaient arrêtés, refusant d'aller plus loin. Ils gémissaient et tiraient sur leurs laisses, leurs poils hérissés, leur nez détourné des hautes tiges de maïs comme s'ils étaient repoussés par un mur invisible. Aucune flatterie ni aucune malédiction ne purent les faire entrer. Encore plus déconcertant, il n'y avait aucune trace. Pas une seule. Une douzaine d'hommes avaient parcouru le périmètre du champ, examinant chaque pouce de la terre molle et humide. Il y avait les empreintes d'Isaïa menant à l'épouvantail, claires et distinctes. Mais il n'y avait aucune empreinte s'en éloignant. C'était comme si, en atteignant la base de cette croix de bois, Isaiah Freeman avait simplement cessé d'exister, se dissolvant dans l'air lui-même. Les chercheurs firent leur rapport à Thomson, leurs voix empreintes d'une incertitude nerveuse. C'étaient des hommes de la terre, des hommes qui comprenaient les traces et les signes, et ce qu'ils avaient trouvé, ou plutôt ce qu'ils n'avaient pas trouvé, défiait toute logique. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres déformées sur la plantation, les premiers événements étranges commencèrent. Une équipe de mules menée à la grange refusa soudain de passer devant les rangées de maïs les plus proches de l'épouvantail. Elles se cabrèrent et luttèrent contre leur harnais, leurs yeux roulants de terreur, leur hennissement paniqué résonnant dans le crépuscule. Fish, sa patience déjà à bout, essaya de les forcer à avancer, faisant claquer son fouet en l'air. Une charrue en fer en parfait état, posée sur le sol à proximité, se fendit en deux avec un craquement sonore, une ligne dentelée apparaissant dans le métal comme si elle avait été frappée par la foudre. Finch la regarda, la bouche bée. Plus tard dans la nuit, un ensemble de houes et de pelles qui avaient été laissés soigneusement empilés au bord du champ fut retrouvé le lendemain matin, dispersés et à moitié enfouis dans la terre, comme si un enfant malveillant avait joué avec. Les chuchotements commencèrent alors, silencieux comme le bruissement des feuilles sèches, mais se propageant tout aussi rapidement. Ils se déplacèrent à travers les quartiers des esclaves, passant de cabane en cabane au cœur de la nuit. Ils parlaient des chiens, de l'absence de traces, de la charrue fissurée. Ils parlaient du point froid près de l'épouvantail et de l'immobilité anormale de la silhouette dans le manteau du maître. L'histoire de la disparition d'Isaïa commençait déjà à changer. Ce soir-là, alors que les lucioles commençaient leur danse nocturne, Elias rassembla les enfants autour de lui sur la terre battue devant sa cabane. C'était un homme âgé, son visage une carte routière de rides, ses yeux détenant la sagesse profonde et tranquille de celui qui a vu trop de peine de la vie. C'était un conteur respecté, un gardien des anciennes coutumes et des anciens récits qui les reliaient à une vie avant la servitude, à une terre de l'autre côté de la mer. Alors que les enfants s'installaient, leurs petits visages levés et avides, Elias commença à parler, sa voix un bourdonnement bas et mélodieux. Il ne parla pas d'Isaïa. Au lieu de cela, il raconta un conte populaire, une histoire ancienne du cœur de l'Afrique. C'était l'histoire d'un grand guerrier, un homme qui aimait si férocement son peuple que lorsqu'il mourut, son esprit refusa de les quitter. Il ne fit plus qu'un avec le vent et le sol. Un gardien qui veillait sur eux, les protégeant du mal. Il décrivit comment l'esprit refroidissait l'air pour avertir du danger, comment il pouvait déplacer des objets pour contrecarrer les plans de leurs ennemis. Comment il tirait sa force de la foi et de la mémoire des personnes qu'il protégeait. Pendant qu'il parlait, son regard dériva au-dessus des têtes des enfants et se posa directement sur Sarah, qui se tenait dans l'ombre au bord de la petite foule. Ces paroles, bien que destinées aux oreilles des enfants, étaient un message clair et direct pour elle. Un message de solidarité et un avertissement subtil. Les esprits nés de la douleur sont puissants, dit-il, sa voix tombant presque à un murmure, ses yeux retenant les siens. Mais ils ont besoin de foi pour rester forts. Ils ont besoin qu'on se souvienne d'eux. Ils ont besoin d'être nourris de notre croyance. L'histoire s'installa sur le quartier, plantant une graine. C'était la graine d'une explication surnaturelle, une façon de comprendre l'impossible. Elle commença à transformer l'acte désespéré de rébellion d'Isaïa en quelque chose de plus, quelque chose de magique. Il n'était pas seulement un fugitif, un homme se cachant dans un marais ou faisant une course désespérée vers le nord. Il était un esprit. Il était un protecteur. La légende de l'épouvantail de Natchez avait commencé, et au cœur de la plantation oppressive, un nouveau et puissant type d'espoir prenait racine. Les semaines se transformèrent en un mois, et le soleil de Natchez frappait avec une intensité implacable. Le maïs dans les champs poussait,
mais pas uniformément. Dans les rangs entourant l'épouvantail, les tiges poussaient avec une vitalité anormale, leurs feuilles d'un vert profond et lustré, leurs épis gonflants, gras et lourds. Cette parcelle de champ, que personne n'osait entretenir, prospérait. Une île vibrante et impossible au milieu de la négligence croissante de la plantation. L'épouvantail se tenait en son cœur. La laine sombre du manteau du maître, légèrement décoloré par le soleil, mais pendant toujours avec un air de formalité provocante. Il avait cessé d'être un objet et était devenu une présence. Maître Thompson avait changé. L'homme qui se targuait de superviser chaque détail de son domaine mettait maintenant rarement les pieds dans les champs. Au lieu de cela, il se confinait à la véranda ombragée, prisonnier de sa propre grande maison. Dans sa main, il tenait une longue vue en laiton, un outil qu'il avait autrefois utilisé pour surveiller ses vastes possessions et les personnes qu'il possédait. Maintenant, sa lentille était braquée sur un seul point immobile, la silhouette dans le champ de maïs. Pendant des heures, il restait assis dans son fauteuil en osier, la longue vue pressée contre son œil. Il scrutait chaque centimètre de l'épouvantail, de l'inclinaison du chapeau au drapé du manteau, cherchant un indice rationnel, un signe de supercherie. Il n'en trouva aucun. Son esprit, autrefois une forteresse de logique et de calcul froid, était maintenant un champ de bataille. Il ne croyait pas aux fantômes ni aux esprits, se disait-il. De telles choses étaient le domaine des ignorants, les contes fantaisistes que ses esclaves chuchotaient dans le noir. Pourtant, il ne pouvait pas expliquer les chiens. Il ne pouvait pas expliquer l'absence de traces. Il ne pouvait pas expliquer le froid palpable qui semblait encore persister dans l'air autour de ce point central de son champ. Il commença à voir l'intelligence d'Isaïa dans l'immobilité silencieuse de l'épouvantail, un défi calculé et patient qui était bien plus troublant que n'importe quelle rébellion ouverte. L'épouvantail n'était plus une farce. C'était un monument à son échec, un témoignage de son incapacité à contrôler un seul homme. Cet unique échec public était un cancer qui rongeait son autorité, sa santé mentale. Il était enfermé dans une bataille de volonté personnelle avec un homme qui n'était pas là. Un fantôme fait de paille et de laine volée. La chaleur oppressante d'un après-midi étouffant fit finalement bouillir les tensions latentes. Le travail dans les champs avait ralenti, les mouvements des esclaves prenant une subtile léthargie délibérée qui frisait l'insubordination pure et simple. Faish, le visage perpétuellement rouge de colère et de frustration, sentait son autorité lui filer entre les doigts comme du sable. Il devait marquer le coup. Il devait leur rappeler l'ordre ancien, la réalité vive et cuisante du fouet. Ses yeux balayèrent les travailleurs et se posèrent sur un jeune garçon, pas plus de 12 ans, qui avait trébuché et laissé tomber un seau d'eau, en renversant une précieuse partie sur la terre assoiffée. C'était une petite erreur, un accident né de l'épuisement. Mais pour Faish, c'était l'excuse parfaite. Il attrapa le garçon par le bras, ses doigts s'enfonçant dans le mince biceps, et commença à le traîner vers le bord du champ de maïs. Un silence tomba sur les autres travailleurs. Ils arrêtèrent leurs tâches, leurs yeux suivant la sinistre procession. Faish en faisait un spectacle, sa voix forte et cruelle. Voilà ce qui arrive à la paresse. Voilà ce qui arrive quand on oublie sa place. Il poussa le garçon à genoux dans la poussière, à quelques mètres seulement de la première rangée de maïs anormalement. L'épouvantail se tenait au loin. Un observateur silencieux. Faish déroula son fouet. Le poids familier de celui-ci dans sa main était un réconfort. Le soleil tapait, projetant une ombre nette et claire de l'épouvantail, une forme sombre et allongée qui s'étirait sur le sol. Alors que Faish levait le bras, ramenant le fouet en arrière pour le premier coup brutal, l'ombre bougea. Elle ne bougea pas avec le soleil. Elle s'étira, s'assombrissant et s'allongeant à une vitesse impossible et terrifiante. Elle coula sur le sol comme une rivière d'encre noire, un tentacule, vivant de ténèbres. Avant que Faish ne puisse même traiter ce qu'il voyait, l'ombre s'enroula autour de ses chevilles, non pas comme un tour de lumière, mais comme une corde physique enroulée. Il cria, un hoquet étranglé de choc et d'incrédulité alors que ses pieds étaient tirés dessous lui. Il tomba lourdement, l'air chassé de ses poumons, son visage heurtant la terre. Le fouet, son symbole de pouvoir, vola de sa poigne, naviguant dans les airs en un arc paresseux et atterrissant profondément dans les rangs de maïs dense, avalés par les tiges vertes. Pendant un long moment, il y eut un silence absolu. Les autres travailleurs restèrent figés, leur visage un mélange de choc et d'une nouvelle émotion naissante.
La peur physique brute qu'ils éprouvaient pour Faish fut momentanément éclipsée par une admiration profonde et saisissante. Le garçon à terre s'éloigna en rompant, les yeux écarquillés de terreur et d'émerveillement. Faish se releva, crachant de la terre de sa bouche, son visage pâle d'une peur qu'il n'admettrait jamais. Il regarda l'épouvantail, puis l'ombre, qui reposait maintenant parfaitement immobile et normal à sa base. Les chuchotements qui avaient circulé dans les quartiers n'étaient plus seulement des histoires. Ils étaient maintenant des témoignages oculaires d'un pouvoir protecteur et impossible. Le délicat équilibre de la peur sur la plantation Thompson commençait à changer, s'éloignant du contremaître et de son fouet pour se tourner vers le gardien silencieux dans le champ. Ce soir-là, une confrontation tendue et amère eut lieu dans le bureau du maître. La pièce, avec ses boiseries sombres et ses étagères de livres reliés en cuir, ressemblait à une cage. Faish, le visage encore strié de terre et le sang-froid brisé, se tenait devant le lourd bureau en chêne de Thompson. « C'est un tour, argumenta-t-il, la voix tendue, sa bravade à mince vernie sur un profond puits de peur. Un tour du soleil, une racine sur laquelle j'ai trébuché. Cette absurdité a assez duré. Les mains deviennent paresseuses, insolentes. Ils pensent que cette chose les protégera. Nous devrions la brûler. Brûler tout le champ, maître. Mettons fin à cela maintenant. » Thompson, qui avait regardé par la fenêtre la silhouette lointaine de l'épouvantail, se tourna lentement. Ses yeux étaient injectés de sang, son visage émacié. C'était un homme entièrement en proie à une obsession paranoïaque. Il abattit son poing sur le bureau avec un fracas qui fit sursauter l'encrier. « Non, siffla-t-il, sa voix à murmure bas et venimeux. Tu ne le toucheras pas. Tu ne t'en approcheras pas. » Faish le regarda, déconcerté. « Mais maître, cela sape tout. » « C'est sa pierre tombale, continua Thompson, sa voix baissant encore plus, son regard se tournant vers l'intérieur. C'est son défi envers moi. Il me regarde à travers elle. Je sais qu'il se moque de moi. Je ne serai pas vaincu par un fantôme, Faish. Je ne lui donnerai pas la satisfaction de me voir la détruire. Elle restera là jusqu'à ce qu'elle pourrisse, et je resterai ici et je la regarderai. Je lui survivrai. Le refus de Thompson, né de sa fierté qui s'effilochait, eut un effet immédiat et profond. Son ordre de ne pas toucher à l'épouvantail solidifia son pouvoir d'une manière que les chuchotements des esclaves n'auraient jamais pu faire. C'était maintenant un sanctuaire intouchable, officiellement sanctionné par la propre folie du maître. Le champ de maïs qui l'entourait devint une zone interdite, une parcelle de terre qui n'appartenait pas à Thompson, mais à l'esprit d'Isaiah Freeman. C'était un sanctuaire, un petit territoire souverain gouverné par une ombre au cœur même d'une plantation construite sur la propriété absolue. Pour Sarah, le monde s'était transformé. Elle sentait la présence d'Isaiah non pas comme une hantise, mais comme une chaleur constante et réconfortante. C'était dans le bruissement des feuilles de maïs qui ressemblait à son murmure. Dans la brise fraîche soudaine d'une journée chaude qui ressemblait à sa main sur sa joue. Sa peur initiale et déchirante pour sa sécurité s'était lentement, miraculeusement transformée en une profonde connexion spirituelle. Il ne les avait pas abandonnés. Il était devenu une partie de la terre même qu'il travaillait. Un gardien tissé dans le tissu de leur monde. Elle commença à agir sur cette nouvelle foi. Elle comprenait ce qu'Elias avait dit, qu'un esprit avait besoin d'être nourri de croyance. Sa croyance était forte, mais elle ressentait le besoin de lui donner une forme, de la rendre tangible. Sous le couvert du crépuscule, lorsque le travail de la journée était terminé et que les yeux du contremaître étaient ailleurs, elle s'éclipsait au bord du champ de maïs interdit. Là, dans les hautes herbes où le champ rejoignait le chemin, elle laissait de petites offrandes secrètes. Certains jours, c'était une tasse d'eau fraîche, une prière silencieuse pour qu'ils ne connaissent pas la soif. D'autres jours, c'était un morceau de pain de maïs sauvé de sa propre maigre portion, un espoir qu'ils ne connaissent pas la faim. Et parfois, lorsqu'elle trouvait une fleur sauvage particulièrement belle près du ruisseau, une touche de violet ou de jaune dans le vert et le brun monotone de son monde, elle la cueillait et la laissait au bord du champ, une petite offrande de beauté pour l'esprit qui les protégeait. C'était sa façon de communier avec lui, de s'occuper de la magie fragile et puissante qu'il avait laissée derrière lui. C'était sa façon de nourrir l'esprit dont Elias avait parlé, de nourrir la légende qui devenait leur salut. Le changement est venu avec le temps.
Un violent orage de fin de saison a déferlé de l'ouest. Un mur de nuages violets et gris, meurtri et tourbillonnant, a englouti tout le soleil de l'après-midi. L'air, autrefois épais d'une chaleur oppressante, est devenu lourd et électrique, chargé d'une odeur d'ozone et de terre humide. Puis le ciel s'est ouvert. La pluie n'est pas tombée en gouttes, mais en nappes solides et poussées par le vent qui ont fouetté la plantation, transformant les chemins poussiéreux en boues glissantes et courantes. Le vent a rugi comme un train de marchandises, un hurlement constant et assourdissant qui a arraché les bardeaux de la grande maison et fait vibrer les vitres dans leur cadre jusqu'à ce qu'il semble que le verre doive sûrement se briser. C'était une tempête, d'une fureur biblique, une tempête qui cherchait à récurer la terre même. Au cœur du chaos, au centre du champ de maïs, l'épouvantail tenait bon. Le vent a aplati les hautes tiges de maïs autour de lui, les pliant presque jusqu'au sol en grandes vagues balayantes. La pluie a plaqué la laine délavée du manteau du maître sur la structure de paille, mais l'épouvantail lui-même est resté anormalement, incroyablement immobile. Il n'a pas oscillé. Il n'a pas frémi. Il ne s'est pas plié. C'était un point fixe, un ancrage de défi silencieux dans un monde devenu fou de mouvement. Son immobilité était plus terrifiante que la rage de la tempête. Mais son ombre, c'était une toute autre affaire. Chaque fois qu'un éclair déchirait le ciel, illuminant le monde d'un flash brillant et épileptique, l'ombre de l'épouvantail était projetée en relief sur le sol boueux, et elle dansait. C'était une gigue sauvage, frénétique et tourmentée, une silhouette d'énergie frénétique pure. Elle se tordait et se contorsionnait, s'étirant jusqu'à une longueur anormale avant de se rétracter, se déformant en des formes qui ne ressemblaient en rien à la figure immobile qui la projetait. Elle semblait s'agiter dans l'agonie, ou peut-être dans un accès de rage terrible et extatique. C'était l'âme sombre de la tempête qui prenait forme, un cri frénétique et silencieux contre le vent rugissant et le tambourinement percutant de la pluie sur le toit de la grande maison. Le sommeil était une impossibilité pour Maître Thompson. Il arpentait son bureau, le rugissement de la tempête, un miroir de la tempête dans son propre esprit. Chaque éclair était une secousse physique, et à travers la fenêtre striée de pluie, il pouvait voir la forme sombre et immobile dans son champ. La vue de celle-ci, si calme au milieu de la fureur, était un affront personnel, une dernière pièce de moquerie insupportable. Sa santé mentale, déjà effilochée et usée par des semaines d'observation obsessionnelle, a finalement cédé. Un cri primal de rage et de frustration s'est accumulé dans sa poitrine, il ne pouvait plus le contenir entre les murs de sa maison. Il devait y faire face. Il devait affronter la source de son tourment. Poussé par une impulsion qu'il ne contrôlait plus, il a ouvert les portes de la véranda et s'est plongé dans la tempête. Il a été trempé en quelques secondes, la pluie froide d'une gifle choquante contre sa peau fiévreuse. Sa fine chemise de lin était plaquée contre son corps, ses cheveux aplatis sur son crâne. Il ne l'a pas remarqué. Ses yeux étaient fixés sur l'épouvantail. Il a avancé, ses chaussures en cuir coûteux s'enfonçant dans la boue, son esprit un vortex tourbillonnant de paranoïa et de fureur. Il n'était plus le maître de la plantation. C'était un homme possédé, marchant à la rencontre de son démon. Il s'est arrêté en titubant au bord du champ de maïs. Le vent déchirant ses vêtements. Un éclair aveuglant et fourchu a fendu le ciel juste au-dessus de sa tête. Et dans cette lueur bleu-blanc instantanée, il l'a vu. La tête en sac de jute de l'épouvantail, pendant une seconde fugace, n'était plus en jute. C'était un visage. C'était le visage d'Isaïa. Les traits sculptés dans l'ombre et la mémoire. Les yeux non pas vides, mais brûlants d'un jugement froid et inébranlable qui le transperçait. La vue l'a brisé. Isaïa. Le nom a été arraché de sa gorge. Un cri rauque et déchiqueté qui a été presque avalé par le vent. Il a levé un doigt accusateur et tremblant vers la figure. Montre-toi, lâche. Cesse de te cacher derrière tes tours, et affronte-moi. Que veux-tu de moi? Que veux-tu? Sa seule réponse fut un coup de tonnerre assourdissant qui fit trembler le sol même sous ses pieds. Dans l'éclair qui suivit, il vit l'ombre sur le sol, dansant toujours sa gigue sauvage et provocante, une silhouette de pure moquerie. Il a crié à nouveau, un long cri sans parole de désespoir total avant de se tourner et de retourner en titubant vers la maison. Son esprit finalement,
irrévocablement brisé. Dans les jours qui ont suivi la grande tempête, il est devenu clair que plus que l'esprit du maître avait été brisé. Toute la structure de la plantation, autrefois gérée avec une efficacité si rigide et brutale, s'était effondrée dans un état de chaos calme et omniprésent. La malédiction de l'épouvantail, autrefois une légende murmurée, était maintenant une excuse pratique et inattaquable pour chaque erreur, chaque retard, chaque acte de sabotage subtil. Une porte de grange a été retrouvée ouverte un matin, la vache laitière primée errant placidement dans le potager. Un chariot chargé de la maigre récolte des champs extérieurs a mystérieusement perdu une roue sur le chemin lisse et bien usé des champs, renversant son contenu dans un fossé boueux. Les outils ont rouillé d'avoir été laissés sous la pluie, les harnais ont été retrouvés inexplicablement emmêlés, et le travail a ralenti à un rythme d'escargot. Les esclaves se déplaçaient avec une inefficacité lente et délibérée qu'il était impossible de punir. Ils étaient unis maintenant, liés par leurs secrets partagés et leurs croyances ferventes en l'esprit du champ. Lorsque Faish, le visage à masque permanent de rage impuissante, exigeait de savoir pourquoi une tâche n'était pas terminée, il était accueilli par des yeux baissés et une excuse marmonnée à propos d'un outil cassé, ou d'une maladie soudaine, ou d'un sentiment de terreur froide qui rendait impossible de travailler près du champ de maïs. Il ne le craignait plus de la même manière. Son autorité, entièrement basée sur la menace de la violence physique, était inutile contre une menace surnaturelle. Comment pouviez-vous fouetter un homme pour avoir peur d'un fantôme? Comment pouviez-vous punir une main-d'œuvre qui ne vous craignait plus autant qu'elle vénérait l'ombre qui la protégeait? Faish était un capitaine sur un navire où l'équipage avait prêté allégeance à la mer elle-même. Il pouvait crier et menacer, mais il ne pouvait plus diriger le navire. Les gens, pour leur part, avaient trouvé un nouveau rythme. Ils travaillaient la terre, mais ils la travaillaient avec un esprit différent. Il y avait une confiance tranquille dans leurs mouvements, une compréhension partagée qui passait entre eux par des regards fugaces et des hochements de tête subtils. Ils n'étaient plus seulement une propriété. Ils étaient une communauté protégée par un gardien de leur propre création. La peur qui avait été le compagnon constant de leur vie n'avait pas disparu. Mais elle avait été rejointe par un espoir puissant et enivrant. Ils étaient toujours en esclavage. Mais pour la première fois, ils avaient l'impression de détenir la clé de leur propre cage. Même s'ils n'avaient pas encore trouvé le courage de la tourner, l'épouvantail se dressait comme un témoignage silencieux de leur pouvoir collectif. Sa présence, un rappel constant que le fondement du monde du maître était construit sur du sable, et que la marée montait enfin. Elias a trouvé Sarah alors qu'elle revenait du bord du champ. Juste au moment où la dernière lueur du jour s'estompait dans un crépuscule profond et velouté. Elle avait laissé son offrande, un petit épi de maïs parfait de la propre parcelle vibrante de l'épouvantail. Il était assis sur son perron habituel, ses vieilles mains réparant méthodiquement un filet de pêche, ses mouvements lents et exercés. Il n'a pas levé les yeux lorsqu'elle s'est approchée, mais il a parlé, sa voix douce mais ferme, portant un poids qui l'a fait s'arrêter net. L'esprit est fort, enfant, a-t-il dit, ses doigts nouant habilement un nœud dans la fine corde. Peut-être plus fort qu'Isaïa ne l'a jamais voulu. Il se nourrit de notre espoir. C'est vrai. Il nous donne de la force, mais tu dois voir qu'il se nourrit aussi de la folie du maître. Et la folie d'un maître est un feu qui peut tous nous brûler. Sarah se tenait silencieusement, la tasse vide qu'elle avait portée pour l'eau suspendue à sa main. Ses mots l'ont frappé avec la force d'un coup physique, une douche froide de réalité au milieu de sa ferveur spirituelle. Elle s'était tellement concentrée sur le soin de l'esprit, sur le sentiment de la présence d'Isaïa, sur les petites victoires et le sentiment croissant d'autonomisation qu'elle n'avait pas vraiment considéré les conséquences. Elle avait vu le déclin de Thompson, avait entendu les histoires de ses cris dans la tempête, mais elle l'avait vu comme une victoire, comme la juste punition de sa cruauté. Elle ne l'avait pas vu comme un danger. Elle a regardé de la tête penchée d'Elias vers la grande maison, où une seule lampe brûlait dans la fenêtre du bureau, un point solitaire de lumière jaune dans l'obscurité envahissante. Elle a pensé à Thompson là-dedans, un homme dépouillé de son pouvoir, son esprit s'effilochant, acculé comme un animal blessé. Les animaux blessés étaient imprévisibles. Ils étaient dangereux. Elias avait raison. Le pouvoir qu'elle avait si soigneusement entretenu,
La légende qu'elle avait aidé à construire avec sa foi et ses offrandes était une épée à double tranchant. Il les protégeait, oui, mais il poussait aussi Maître Thompson vers un point de rupture, un éclatement final et violent. Et elle n'avait aucun moyen de savoir ce qui leur arriverait à tous quand ils finiraient par craquer. La légende n'était plus seulement la sienne, ou même celle d'Isaïa. Elle avait grandi au-delà d'eux, avait pris sa propre vie, et son chemin était maintenant enveloppé dans un avenir aussi incertain et menaçant que celui qu'Isaïa avait fui. L'histoire de l'épouvantail de Natchez n'est pas restée confinée aux frontières de la plantation Thompson. Comme des graines de pissenlit emportées par la brise, elle a voyagé. Elle s'est déplacée le long des voies de communication cachées qui reliaient les communautés d'esclaves. Un télégraphe de la vigne qui bourdonnait de nouvelles, d'avertissements et maintenant d'une légende. Elle était chuchotée par les femmes triant le coton, leurs mains se déplaçant rythmiquement tandis que leur voix restait basse. Elle était racontée par les hommes coupant la canne à sucre dans les champs humides de la Louisiane. Le récit d'un bref répit du travail éreintant. Elle était racontée au cœur de la nuit dans des cabanes bondées où la lumière du feu projetait des ombres dansantes sur les murs. L'histoire d'Isaiah Freeman devenant un puissant morceau de folklore. Une étincelle de lumière dans une obscurité sans fin. À chaque narration, l'histoire grandissait. Dans certaines versions, l'aube de l'épouvantail pouvait s'étendre sur toute la plantation, une couverture protectrice des ténèbres. Dans d'autres, le manteau lui-même chuchotait des avertissements à ceux qui passaient. Mais le cœur de la légende restait le même. Un homme avait défié son maître, avait disparu dans les airs et avait laissé derrière lui un esprit, un gardien dans le champ qui protégeait son peuple. L'histoire était plus qu'un simple conte de vengeance surnaturelle. C'était un phare. Pour la première fois dans l'esprit de beaucoup qui n'avaient jamais connu que la servitude, l'idée de l'évasion a changé. Ce n'était plus seulement un pari désespéré et suicidaire contre des chances impossibles. Elle semblait maintenant divinement sanctionnée, un chemin qui pouvait être parcouru sous l'œil vigilant d'un esprit né de leurs propres souffrances et de leurs propres défis. L'espoir, autrefois une braise dangereuse et privée, était attisé en une flamme collective. Ce nouveau feu brûlait plus vivement sur la plantation Thompson elle-même. Il brûlait dans le cœur d'un jeune homme déterminé nommé Joseph. Joseph avait connu Isaïa, avait admiré sa force tranquille et l'intelligence dans ses yeux. Il avait vu le changement dans la plantation, avait senti le changement dans l'équilibre du pouvoir. L'histoire d'Isaïa n'était pas un mythe pour lui. Il a rassemblé un petit groupe de confiance autour de lui. 3 autres âmes qui aspiraient à la liberté avec une douleur qui était presque une douleur physique. Un homme calme et puissant nommé Marcus, et 2 sœurs, Clara et Bess, dont le lien était leur plus grande force. Ils ont commencé à se rencontrer dans le seul endroit où ils savaient qu'ils seraient en sécurité. Le seul endroit que le contremaître et ses hommes évitaient maintenant activement. Ils se sont rencontrés dans le champ de maïs maudit sous le couvert de l'obscurité. Ils se glissaient entre les tiges anormalement hautes, leurs pieds nus ne faisant aucun bruit sur la terre humide. Ils se rassemblaient dans la clairière autour de l'épouvantail, sa silhouette silencieuse et formelle, une présence imposante au clair de lune. Ils parlaient à voix basse, leur plan prenant forme à l'ombre de la chose même qui les avait inspirés. Ils y ressentaient un sentiment de sécurité, une croyance que l'esprit d'Isaïa, le gardien du champ, protégerait leurs paroles et leurs intentions de la découverte. Ils ont planifié leur itinéraire, mémorisant les constellations, se disputant sur le meilleur moment pour partir. Leur peur, un effroi est constant dans leur estomac. Mais leur résolution était renforcée par la silhouette silencieuse et immobile qui veillait sur leurs conseils secrets. Sarah, quant à elle, marchait sur une corde raide. Elle nourrissait l'esprit avec ses offrandes et sa foi. Mais l'avertissement d'Élias résonnait constamment dans son esprit. La folie du maître était un feu qui pouvait tout les brûler. Elle en voyait la preuve dans la négligence croissante de la plantation, dans le regard sauvage et hanté qui était maintenant gravé en permanence sur le visage de maître Thompson alors qu'il regardait de sa véranda. Elle cueillait des herbes près de la lisière des bois, l'esprit préoccupé par ses soucis lorsqu'elle entendit les chuchotements. Le vent les transportait de la direction du champ de maïs. Faible mais clair. Elle se figea, son sang se glaçant. Elle reconnut la voix de Joseph et les tons pressés et étouffés des autres, se rapprochant,
son cœur battant à un rythme frénétique contre ses côtes. Elle se cacha derrière un fourré de murs sauvages et écouta. Leur plan était mis à nu, une tapisserie désespérée et pleine d'espoir de directions chuchotées et de plans de secours. Ils allaient s'enfuir. Ils allaient suivre l'étoile d'Isaïa. La première réaction de Sarah fut une vague de terreur pure et sans mélange. C'était trop tôt, trop risqué. S'ils étaient attrapés, la punition serait une chose de cauchemar. Un spectacle brutal conçu pour éteindre l'espoir même qui les alimentait maintenant. Et même s'ils réussissaient? Et alors? La rage de Thompson, déjà un enfer déchaîné, n'aurait nulle part où aller, sinon sur ceux qui restaient. Il les brûlerait tous, comme Elias l'avait prévenu. Elle sentit une envie désespérée de se précipiter, de les supplier de reconsidérer, d'attendre un meilleur moment, un chemin plus sûr. Ses pieds semblaient enracinés sur place, son esprit un tourbillon de conflits. Elle serra le petit panier d'herbe contre sa poitrine, ses jointures blanches. Elle pensa à Lara, à la paix fragile qui s'était taillée sous la protection de l'épouvantail. Cela la briserait. Mais ensuite, elle pensa à Isaïa. Elle pensa à son visage dans le crépuscule, sa voix pleine d'une promesse dangereuse alors qu'il parlait de l'étoile du Nord. Il ne s'était pas enfui pour qu'ils puissent vivre plus confortablement dans leur chaîne. Il s'était enfui pour les briser. Sa décision prise, elle n'est pas allée voir Joseph. Elle est allée voir Elias. Elle l'a trouvé en train de réparer un filet de pêche près du ruisseau. Ses vieux doigts noueux se déplaçant avec une grâce lente et exercée. Le soleil couchant jetait une lumière dorée sur l'eau, et l'air était calme et paisible. Un contraste frappant avec la tempête dans l'âme de Sarah. Ils ont l'intention de s'enfuir, dit-elle, sa voix un murmure tremblant qui se perdait presque dans le doux gargouillis du ruisseau. 4 d'entre eux, Joseph et le chef. Ils se rencontrent dans le champ. Elle s'arrêta, la gorge serrée par l'émotion. L'esprit qu'Isaïa a laissé demanda-t-elle enfin, la question qui la tourmentait. Est-ce seulement pour lui? Était-ce juste pour son évasion? Ou est-ce pour nous tous? Elias ne leva pas les yeux de son travail. Ses yeux restèrent fixés sur le réseau complexe de nœuds dans ses mains pendant un long moment. Le seul son était le murmure de la corde alors qu'il serrait une boucle. Isaïa n'a pas seulement ouvert une porte et l'a refermée derrière lui. Sarah, dit-il enfin, sa voix basse et stable. Il a brisé la serrure. Il leva enfin la tête. Ses yeux anciens rencontrant les siens. Ils étaient remplis non pas de jugement ou de peur, mais d'une compréhension profonde et douloureuse. Tu ne peux pas empêcher la rivière de couler vers la mer, dit-il doucement. Tu ne peux qu'enlever les rochers de son chemin. La métaphore simple et puissante atterrit dans le cœur de Sarah avec la force d'une révélation. Elle a compris. L'acte d'Isaïa n'était pas un événement singulier. C'était le début de quelque chose. C'était la plantation d'une graine, la rupture d'un barrage. Son rôle n'était pas d'être un gardien, de garder prudemment la magie qu'il avait déchaînée. Son rôle était d'être un jardinier, d'aider la graine à pousser, de dégager le chemin pour la rivière. Sa peur n'a pas disparu, mais elle a été éclipsée par un profond sentiment de but. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Le lendemain soir, alors que le crépuscule s'installait sur la plantation, Sarah s'approcha de Joseph. Il était seul, puisant de l'eau au puits communal. Ses épaules étaient affaissées par le poids de son secret et du labeur de la journée. Il sursauta en la voyant, les yeux écarquillés d'alarme. Certain qu'elle était venue le questionner, le dissuader. Elle ne le fit pas. Elle ne dit rien au début, se contentant de lui presser un petit paquet enveloppé de tissu dans les mains. Il le regarda, confus. Il était plus lourd qu'il n'en avait l'air. À l'intérieur, il trouva une généreuse portion de viande séchée et 2 pains de maïs dense, un festin selon leurs normes. Mais sous la nourriture, il y avait autre chose, quelque chose de bien plus précieux. C'était un morceau d'écorce séchée, lisse d'un côté. Gravée sur sa surface avec un morceau de charbon de bois se trouvait une carte. Elle était grossière, pas à l'échelle réelle, mais elle était remplie d'une quantité étonnante de détails. Elle montrait les marécages et les ruisseaux sur des kilomètres autour de la plantation, marquant les gués peu profonds, les sentiers de gibier caché, les fourrés qui offraient la meilleure couverture. Et il y avait d'autres marques, des symboles qu'elle avait elle-même conçus, indiquant quelle plantation était fortement patrouillée, et lesquelles avaient des âmes sympathiques qui pourraient offrir une croûte de pain ou un moment d'abri. C'était une carte d'un monde dont Isaïa n'avait jamais fait que rêver,
une carte qu'elle avait reconstituée à partir d'une centaine de conversations chuchotées dans le noir. De chaque bribe d'information qu'il avait jamais partagée avec elle sur ses plans désespérés et pleins d'espoir. Joseph regarda la carte, le souffle coupé. C'était plus que de la nourriture, plus qu'un chemin. C'était une bénédiction. C'était l'héritage d'Isaïa, passé de ses mains aux siennes et maintenant aux siennes. Il leva les yeux vers Sarah, ses yeux brillants de larmes de gratitude et d'admiration non versées. « Pourquoi » chuchota-t-elle. « Parce qu'il a brisé la serrure » répondit-elle doucement, sa voix pleine d'une force qu'il n'avait jamais entendue en elle auparavant. « Maintenant, va, et que l'esprit du chant cache ton chemin. » La nuit choisie était sans lune. Le ciel, une couverture de velours noir impénétrable. Une brume basse s'accrochait au sol, étouffant les sons et enveloppant le monde d'un gris fantomatique. Les 4 évadés, Joseph, Marcus, Clara et Bess, se glissèrent hors de leur cabane comme des ombres, leur cœur battant un rythme assourdissant qui semblait assez fort pour réveiller les morts. Ils se déplacèrent rapidement, se dirigeant non pas vers le champ de maïs, mais vers la ligne sombre des bois qui marquait la lisière nord de la propriété. Mais Finch attendait. Rendu paranoïaque et hypervigilant par des semaines de chaos et sa propre humiliation publique, il avait pris l'habitude de patrouiller lui-même le périmètre, accompagné de 2 autres hommes engagés, leurs ceintures lourdes de pistolets et de couteaux. Ils étaient cachés dans un fossé, leurs yeux scrutant les champs, lorsqu'ils virent le mouvement fugace. 4 formes sombres se détachant des ombres plus profondes des quartiers et se dirigeant vers les bois. Finch sentit une vague de joie triomphante et venimeuse. C'était ça. C'était sa chance de restaurer l'ordre, de prouver que les esprits et les ombres ne faisaient pas le poids face à la poudre et au plomb. « Attendez » chuchota-t-il à ses hommes, sa voix un grognement bas. « Laissez-les s'éloigner des cabanes. Nous les prendrons à la lisière des arbres. » Ils laissèrent le groupe s'approcher à moins de 50 mètres des bois, assez près pour goûter à la liberté avant de passer à l'action. Maintenant siffla Finch et les 3 hommes sortirent du fossé, leurs pistolets dégainés. Juste au moment où Finch ouvra la bouche pour crier l'alarme, pour pousser le cri qui ferait accourir toute la plantation, cela arriva. Un brouillard épais, froid et anormal sortit en billowing du champ de maïs. Il n'arriva pas lentement. Il éclata, une explosion grise et silencieuse qui se déversa sur les champs avec une vitesse étonnante. Un instant, le chemin était dégagé. L'instant d'après, il avait disparu, avalé par un mur de brume impénétrable. Le brouillard était incroyablement froid, il portait une odeur étrange et distincte. L'odeur de la terre fraîchement retournée, de la pourriture profonde et humide, et l'odeur piquante électrique de l'ozone, l'odeur même qui avait persisté après le grand orage. Il a englouti Finch et ses hommes, les aveuglant instantanément. Ils ne pouvaient pas voir leurs propres mains devant leur visage. Le monde a été réduit à un néant, gris tourbillonnant. Ils ont crié d'alarme, leur voix sonnant plate et morte dans l'air épais. Ils ont titubé, désorientés et confus, se heurtant les uns aux autres, leurs poumons se remplissant de l'air froid et humide qui les faisait tousser et s'étouffer. La panique s'est installée. Ils étaient perdus, aveugles et terrifiés, piégés dans un linceul froid et humide qui était apparu de nulle part. Le brouillard a persisté pendant ce qui a semblé être une éternité, mais qui n'a probablement pas dépassé 3 ou 4 minutes. Puis, aussi rapidement et silencieusement qu'il était apparu, il s'est retiré, se rétractant sur lui-même et se dissipant dans l'air nocturne, ne laissant derrière lui qu'un froid profond et une odeur de terre humide. La lune, comme si c'était le signal, est sortie de derrière un nuage, baignant le champ d'une pâle lumière argentée. Finch et ses hommes se sont tenus là, clignant des yeux, leurs yeux s'habituant à la clarté soudaine. Le champ était vide. Le chemin vers les bois était dégagé. De Joseph et des autres, il n'y avait aucun signe. Ils étaient partis depuis longtemps, disparus dans la nuit, leur évasion protégée par un miracle de brouillard et d'ombre. L'esprit du champ avait agi non pas avec un murmure ou un tour de lumière, mais de manière décisive, puissamment, pour protéger les siens. Les nouvelles sont arrivées avec le soleil du matin, livrées par un Finch pâle et tremblant. 4 partis, non seulement des fugitifs, mais disparus, avalés par un brouillard apparu de nulle part et disparu tout aussi mystérieusement.
Pour Maître Thompson, les mots n'étaient pas seulement un rapport de propriété perdu. C'étaient les derniers coups de marteau écrasante contre la façade croulante de son autorité. La perte financière, bien que significative, n'était qu'une note de bas de page. Ce qui comptait, c'était la moquerie. Ce qui comptait, c'est que son pouvoir, autrefois aussi absolu et incontestable que le lever du soleil, avait été rendu totalement impuissant. 4 autres avaient suivi le chemin d'Isaïa, protégés par le fantôme d'Isaïa, et lui, le maître, avait été incapable de l'arrêter. Toute sa rage, ses semaines d'obsession paranoïaque, son humiliation, tout cela s'est fusionné en un seul point de mire brûlant. C'était l'épouvantail, l'effigie silencieuse et moqueuse dans son chant. C'était la source, le symbole, le cœur de la rébellion qui démantelait son monde. Il devait être détruit. Son esprit, déjà un paysage fracturé de peur et d'orgueil, a simplifié son but en un seul objectif primal, le feu. Il brûlerait la légende, le chant, la mémoire, tout cela, jusqu'à ce qu'il ne reste que de la terre brûlée et des cendres. Il sortit en trombe du bureau, son visage un masque de terrible résolution. Il ne prit pas la peine de mettre son chapeau ou son manteau. Il traversa la grande maison, ses bottes résonnant sur les planchers polis, et entra dans la cuisine. La cuisinière, une femme nommée Hattie, se recroquevilla contre le mur alors qu'il s'approchait du grand foyer. Sans un mot, il y plongea la main et saisit une bûche enflammée du feu. Un long morceau de chêne qui brillait d'une lumière orange malveillante, traînant des étincelles et de la fumée. Il se tourna et sortit par la porte de derrière. La torche allumée tenue haute comme un sceptre terrible. Il partait en guerre. Alors que Thompson traversait en trombe la pelouse manucurée et s'engageait sur le chemin boueux menant au champ de maïs, un silence de mort commença à tomber sur la plantation. Ce n'était pas un silence paisible. C'était un silence lourd et oppressant, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Le chant des grillons, le bourdonnement paresseux des mouches, l'appel lointain d'un oiseau, tout cela s'arrêta net. Le vent, qui avait été un murmure constant et doux à travers les arbres, mourut complètement. L'air devint épais, immobile et étrangement froid. Les travailleurs dans les champs lointains se figèrent, l'heure ou à mi-chemin du sol, leurs yeux fixés sur la marche déterminée et frénétique du maître. Ils pouvaient sentir le changement dans l'air, une pression qui montait, un sentiment d'un jugement terrible imminent. Thompson, perdu dans la fournaise de sa rage, ne remarqua rien de tout cela. Ses yeux étaient rivés sur sa cible, la silhouette sombre se dressant au centre du maïs vert et vibrant. Il atteignit le bord du champ, le souffle court et saccadé, un mélange d'effort et de fureur. Il se tint devant l'épouvantail, la torche tenue haute, ses flammes léchant l'air immobile. Le soleil de midi était directement au-dessus, brillant et impitoyable. L'ombre de l'épouvantail aurait dû être une petite flaque sombre directement à sa base. Ce n'était pas le cas. C'était une forme longue, nette, incroyablement sombre qui s'étendait devant elle, pointant directement sur lui. Tandis qu'il regardait, son esprit eut temps pour comprendre ce que ses yeux voyaient, l'ombre commença à changer. Elle passa d'une simple absence de lumière à une tache d'une noirceur absolue dévorant la lumière. Puis, avec une grâce lente et délibérée qui défiait toutes les lois de la nature, elle commença à se décoller du sol. Ce n'était plus une forme bidimensionnelle. Elle s'éleva, se fondant non pas en un homme, mais en une colonne tridimensionnelle de pure obscurité et de froid palpable. Elle n'avait ni visage, ni membres, ni traits. Pourtant, elle avait une présence. Elle était grande, bien plus grande que n'importe quel homme. Une figure de jugement imposante, silencieuse et imposante. Elle ne bougea pas pour l'attaquer. Elle ne menaça pas. Elle se tenait simplement devant lui. Une force surnaturelle indéniable, impossible, un être fait de nuit, appelé au jour. Thompson regarda, sa rage instantanément éteinte, remplacée par une terreur froide et déchirante qui dépassait tout ce qu'il avait jamais connu. Son esprit, qui avait nié l'existence des esprits, était maintenant confronté à la preuve absolue de l'un d'eux. La torche, son arme de feu purificateur, glissa de ses doigts sans nerfs. Elle atterrit sur le sol humide avec un doux sifflement, ses flammes s'éteignant,
laissant une volute de fumée grise qui fut rapidement avalée par l'air froid. Un son animal étranglé s'échappa de sa gorge. Il recula en titubant, ses jambes refusant de le porter, et tomba dans la boue. Il s'éloigna à quatre pattes, les yeux toujours fixés sur la silhouette sombre et silencieuse qui se tenait entre lui et l'épouvantail. Puis il se tourna et s'enfuit. Un homme brisé fuyant un fantôme qui ne lui avait pas mis la main dessus, ses cris résonnant à travers la plantation silencieuse et observatrice. Il courut jusqu'à la grande maison où il fut plus tard trouvé par Hattie, blotti dans un coin de son bureau, marmonnant de manière incohérente à propos de l'homme dans le champ qui est fait de nuit. L'effondrement du maître fut la dernière fissure dans les fondations de la plantation. La structure du pouvoir, déjà pourrie de l'intérieur, s'effondra complètement. Fyshe, toujours pragmatique, vit l'écriture sur le mur. Il vit son maître, une épave babillante et terrifiée, et il vit la main-d'œuvre enhardie et unie par un esprit protecteur qu'il savait maintenant être réel. Son autorité avait disparu. L'argent avait cessé de couler, et l'endroit était hanté par un pouvoir qu'il ne pouvait pas combattre. Cette nuit-là, il prit le peu d'argent qu'il put trouver dans le bureau du maître, fit un petit sac et disparut, se fondant dans l'obscurité, tout comme Isaiah l'avait fait, bien que sa fuite fût celle de la lâcheté, et non du courage. Sans maître pour donner des ordres et sans contre-maître pour les faire respecter, la plantation entra dans un état de limbes étrange et incertain. Pendant quelques jours, un calme anxieux s'installa sur les quartiers. Les gens attendaient, incertains de ce qui allait suivre. Sarah, le cœur rempli d'un chagrin pour l'homme que Thompson était devenu et d'un amour féroce et protecteur pour sa communauté, combla le vide. À ses côtés se trouvait Elias, sa sagesse un ancrage stable dans les courants incertains. Ils n'ont pas dit aux gens de fuir. Où iraient-ils? Le monde au-delà de la plantation était encore un endroit dangereux et hostile. Au lieu de cela, dirigés par Sarah et Elias, ils sont restés. Ils ont commencé à travailler la terre non pas pour un maître, mais pour eux-mêmes. Ils ont récolté le maïs, y compris les tiges anormalement vibrantes du champ de l'épouvantail. Leur mouvement n'était plus lent de sabotage, mais rapide de détermination. Ils ont entretenu les jardins, réparé les clôtures et créé une nouvelle communauté dans les ruines de l'ancienne. La grande maison est restée vide, un monument creux à une tyrannie brisée. L'épouvantail est resté dans le champ, un gardien silencieux et toujours présent. Son ombre, cependant, avait changé. Elle ne se tordait plus ni ne dansait. Elle reposait paisiblement à sa base. Une ombre normale, son grand et terrible travail apparemment terminé. C'était maintenant un symbole non pas de défi, mais de leur survie, un rappel constant de l'homme qui avait brisé la serrure. Les années passèrent. Les saisons tournèrent, et la terre, maintenant entretenue avec soin et amour, commença à guérir. Les murmures de guerre qui avaient été à l'horizon se sont transformés en un rugissement, puis se sont finalement estompés dans une nouvelle paix incertaine. La proclamation d'émancipation a été signée, un morceau de papier dans une ville lointaine qui confirmait une liberté qu'ils avaient déjà revendiquée pour eux-mêmes. La communauté de l'ancienne plantation Thompson a prospéré. C'était une petite poche isolée d'un nouveau monde, un endroit construit sur le travail partagé et l'espoir partagé. Un après-midi tardif, à l'automne, après la fin de la guerre, une silhouette solitaire fut aperçue marchant sur le chemin envahi par la végétation qui menait à la maison principale. C'était un homme plus âgé. Ses cheveux étaient touchés de gris aux tempes, son visage gravé des lignes de la difficulté et de la sagesse que seul le temps et l'épreuve peuvent sculpter. Il marchait avec une légère boiterie, mais sa posture était droite et fière. Alors qu'il se rapprochait, une femme qui étendait du linge sur une corde près de la maison s'arrêta, sa main protégeant ses yeux du soleil couchant. C'était Sarah. Ses propres cheveux étaient maintenant striés d'argent, mais ses yeux étaient aussi clairs et forts que jamais. Elle regarda, son cœur s'arrêtant dans sa poitrine. À côté d'elle, une jeune femme d'environ 20 ans, avec les yeux intelligents de son père et l'esprit résili de sa mère, se tourna également pour regarder. C'était Ara. L'homme s'arrêta au bord de ce qui avait été autrefois la pelouse. C'était Isaiah. La réunion n'a pas été faite de grands cris ni d'étreintes frénétiques. C'était une chose d'une émotion profonde et silencieuse,
trop profonde pour de simples mots. Sarah marcha lentement vers lui, ses mains tremblantes, des larmes coulant sur son visage, mais elle souriait. Ahara suivit, ses propres yeux écarquillés d'un mélange d'incrédulité et d'une joie naissante et miraculeuse. Il avait été une histoire, une légende, un fantôme dans un champ pendant la plus grande partie de sa vie. Et maintenant, il était de chair et de sang. Isaïa ouvrit les bras et sa famille y entra. Ils restèrent là pendant un long moment, une trinité silencieuse, les années de séparation et de chagrin se dissipant dans la chaleur de leur étreinte. Plus tard, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, colorant le monde de teintes oranges et violettes, Isaïa marcha seul jusqu'au bord du champ de maïs. L'épouvantail était toujours là. Il était affaissé et usé par le temps. Les restes en lambeaux du manteau du maître s'accrochaient à sa structure en bois comme de la mousse ancienne. Ce n'était plus une figure de moquerie ou de terreur, mais un point de repère familier et réconfortant, une partie du paysage de leur vie. Isaïa se tenait devant lui, le symbole de son sacrifice, le catalyseur de leur survie. Il regarda l'endroit où un homme avait disparu et où une légende était née. Il lui fit un lent et solennel signe de tête, un geste de gratitude, de reconnaissance, d'adieu. Ce faisant, une douce brise fit bruire les tiges de maïs sèches. L'ombre sur le sol, qui avait conservé une étrange et parfaite immobilité pendant toutes ces années, se détendit enfin. Elle s'adoucit, s'étira et bougea avec le soleil couchant, devenant une ombre normale et simple une fois de plus. La longue veille de l'esprit était terminée. L'homme était revenu. L'histoire d'Isaiah Freeman s'est terminée non pas par une disparition, mais par un retour au pays. Lui, Sarah et Ahara se tenaient ensemble, regardant les champs qu'ils possédaient maintenant, les champs qu'ils transmettraient à leurs enfants. Libres et quittes. L'épouvantail est resté, un monument permanent non pas à un fantôme, mais à une idée. La vérité inébranlable qu'un seul acte de défi alimenté par l'amour et un espoir désespéré pour l'avenir peut planter une graine de liberté que personne, aucun maître, aucune folie, ne pourra jamais déraciner.